Madame Rouquet. J'ai appelé pour prendre de vos nouvelles. Comment allez-vous? Bien écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Rise up and see the light. Rise up and see the light. Feeling of being alive. Feeling of being alive. Rise up. Le groupe Vive est un groupe mutualiste qui agit au quotidien pour la santé de plus de 11 millions de personnes. Groupe Vive, entrepreneur du mieux vivre. Bonjour, la stratégie Covid-19 en dehors de l'hôpital ou la prise en charge de premier recours des patients suspectés de Covid-19 par les professions de santé libérales en collaboration avec l'hôpital. C'est en effet le dernier message fort d'Olivier Véran, notre ministre de la Santé aux Français. Après avoir négligé, certains diront méprisé ces professionnels pourtant prêts depuis le début à s'engager, la situation de la pandémie version deuxième vague ne laisse plus le choix et permettra peut-être d'éviter des erreurs que nous payons aujourd'hui au prix fort. Un des membres du comité scientifique qui voulait expliquer la situation, on taira son nom, commençait sa déclaration par ces mots « Je voudrais vous raconter l'histoire de cette maladie. Elle commence à l'hôpital avec un malade qui se plaint de... etc. etc. » Désolé chers confrères, la Covid, comme la quasi-totalité des maladies, commence au domicile du malade et c'est son médecin généraliste, son pharmacien ou son infirmière qui tire le signal d'alarme, non pas à la porte d'entrée de l'hôpital. Qu'on ne se trompe pas, le vrai message de notre ministre est la Covid, on n'en veut plus ou le moins possible à l'hôpital. À vous, profession libérale, de vous organiser, ce que je n'oserais qualifier de patate chaude, mais vous allez désormais devoir vous la partager, en particulier ceux qui représentent tous ceux qui ont accepté de participer à cette émission. Et d'abord, Sylvie Ciron, bonjour. Vous êtes infirmière libérale à Gueugnon, vous avez des fonctions ordinales et vous êtes syndiquée à Convergence Infirmière, une défenseuse convaincue de votre profession. Gilles Bonnefond, bonjour. Bonjour. Vous êtes pharmacien à Montélimar et président de l'Union de syndicats des pharmaciens d'officine, l'USPO. Docteur Jacques Battistoni, vous êtes médecin généraliste à IFS, ce n'est pas un sigle, mais le nom d'une charmante ville du Calvados. Vous êtes aussi président d'MG France, bonjour. Bonjour. Enfin, docteur Jean-Paul Ortiz, vous êtes néphrologue à Cabestany, dans les Pyrénées-Orientales, et président de la CSMF. Bienvenue dans cette émission. À mes côtés, bonjour. Le docteur Nicolas Leblanc, qui représentera notre partenaire, le groupe Vive, qui est médecin de santé publique. Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, j'aimerais juste savoir, de manière brève, si vous avez été meurtri par l'attitude des pouvoirs publics dans les 6 premiers mois de cette prise en charge de la Covid. Sylvie Ciron ? Oui, alors bien évidemment, de toute manière, c'est depuis le début que nous avons été peu reconnus surtout. Et nous avons pris ça en tant qu'infirmière libérale comme premier maillon du soin à domicile, comme un déni de notre profession, un déni de notre activité, un mépris de tout ce que nous pouvions apporter sur le plan de la santé publique, puisque nous sommes le premier acteur, avec le médecin, en partenariat avec lui. Chez les patients chroniques que l'on suit régulièrement, nous sommes quelque part le lanceur d'alerte quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et le fait de toute l'historique de la première vague et qui se répète maintenant, on l'a pris vraiment comme du mépris. D'accord. Gilles Bonnefond, pour les pharmaciens, même sentiment ? Non, on n'a pas le temps de se poser cette question. De toute manière, il fallait assurer la continuité des soins, rester ouvert, se protéger nos équipes. Il fallait relever le défi. Donc oui, de temps en temps, on trouvait que les reportages sur l'hôpital étaient très fréquents, mais c'était légitime. Il y avait des choses qui étaient faites à l'hôpital qui n'ont jamais été réalisées, comme le transfert de malades qui était en réa. Mais nous, on a considéré que les applaudissements de tous les soirs à 20h s'adressaient à tous les professionnels, y compris, bien sûr, à l'ensemble des professionnels libéraux. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que ça a soudé les équipes de soins primaires, médecins, pharmaciens, infirmiers, parce qu'on avait besoin de dialogue avec l'hôpital, de dialogue avec le médico-social, et ça a tissé des liens que l'on retrouve dans cette seconde vague pour continuer à travailler et à relever les défis. Et Jacques Battistoni, c'est plutôt les liens que vous retenez ou le manque de masques, le manque d'équipements de protection individuelle ? Pour les médecins généralistes. On s'est tous plaints de ne pas avoir d'équipement de protection individuelle, notamment de masques FFP2 et en particulier pour les médecins qui se sont retrouvés à traiter des patients sans se protéger de façon suffisante. Je rappelle qu'une trentaine de médecins, et essentiellement des médecins généralistes, sont décédés des suites
de la Covid-19 et pour beaucoup d'entre eux parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se protéger suffisants. Mais on a surtout oublié qu'il y avait la très grande majorité des patients qui continuaient à être suivis en ville, qui étaient vus par leur médecin généraliste. Et finalement, on a oublié ce qu'est la réalité de tout le temps, c'est-à-dire que l'hôpital n'est qu'une partie, la partie émergée et visible pour les médias d'un gros iceberg qui est d'abord et avant tout les soins qui sont prodigués en ambulatoire auprès de nos patients. Et vous, Jean-Paul Ortiz, vous retenez une baisse d'activité pendant cette période pour les médecins ou à l'inverse, une suractivité et une meilleure collaboration ? De toute évidence, la première vague s'est traduite par une baisse d'activité, mais surtout par le sentiment d'un oubli complet, pour ne pas dire d'un mépris, de la médecine libérale, la médecine de proximité, la médecine générale, la médecine spécialisée. Vous savez, quand on a eu des cliniques du Grand Est de la France qui ont vu passer sous leurs fenêtres des TGV remplis de patients qui étaient mutés, qui en Bretagne, qui à Bordeaux, à grand renfort de médiatisation et de soignants mobilisés, alors que leur propre service de réanimation était vide, vous comprenez combien le ressentiment, il est grand. Et aujourd'hui, ils attendaient beaucoup et combien ils sont déçus par ce Ségur de la santé qui a été un Ségur de l'hôpital et par ces négociations conventionnelles qui, de toute évidence, ne sont pas du tout à la hauteur des attentes. Alors, cette nouvelle stratégie de notre ministre, eh bien, il l'a annoncée aux Français dans sa conférence de presse avec le Premier ministre le jeudi 5 novembre, avec pour appuyer son discours la présence d'un généraliste et d'un hospitalier qui travaillent localement à Pontoise, la main dans la main. Alors, nous sommes tous demandés d'où le ministre sortait ce médecin, puisqu'il n'appartient apparemment à aucun des syndicats et sociétés savantes habituelles. Eh bien, ce généraliste, il est là, puisqu'il a accepté de répondre à nos questions. Docteur Michel Beau, bonjour. Bonjour. Eh bien, surprise, vous êtes un médecin de la vraie vie, généraliste à Deuil-la-Barre, dans la banlieue parisienne. Comment diantre vous êtes-vous retrouvé sur un plateau de télévision dans un salon de Matignon, devant la France entière ? Alors, vous avez bien dit les choses. Je suis un médecin du terroir, on va dire. C'est-à-dire dans une des villes parisiennes périphériques, qui ne sont pas évidemment un centre d'attraction ou d'activité particulière, mais en tout cas, c'est vraiment la vraie vie et c'est vraiment le terrain. Comment on se retrouve ? C'est pas compliqué. On est appelé à 11h du matin, on vous dit que vous allez assister à la conférence de presse. À 13h, on vous dit que vous allez participer directement et intervenir pendant la conférence de presse. Et à 17h, on vous dit comment ça va se passer. C'est pas si simple. Mais en fait, pourquoi la question... Pourquoi je me suis retrouvé là ? Je pense que c'est pas par hasard. Je crois que, comme vous le disiez, le terrain a beaucoup d'importance. Et le docteur Véran, le ministre de la Santé, a bien rappelé hier l'importance de la médecine de ville dans cette deuxième vague. Et je pense que ce qu'on est en train de mettre en place, qui est simplement une méthodologie de travail particulier, en partenariat avec l'ARS, avec le terrain, avec le terroir, avec les médecins, les professionnels de santé de ce territoire. On est en train de mettre en place une méthodologie qui a du sens, quand on sait que dans cette deuxième vague, le rôle des médecins généralistes et des professionnels de santé sur le terrain sera très important. En pratique, ça ressemble à quoi, votre prise en charge de la maladie ? En quoi est-ce original ? Alors, ce qui est original, c'est que on sait, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que tout va se jouer, je dirais, contrairement à la première phase où on ne faisait pas grand-chose en médecine de ville et où tout se passait à l'hôpital, malheureusement depuis longtemps. On sait que là, le médecin généraliste a un rôle essentiel à jouer pour justement intervenir avant que les complications n'arrivent. Il n'y a pas simplement moyen d'intervenir, mais ça a été bien classifié. On a, nous, une méthodologie qui a été mise en place par les réflexologues de l'hôpital de Pontoise. Et à partir de cette méthodologie de travail, de prise en charge, on a mis en place une méthode sur le terrain qui nous permet, dès l'entrée d'un patient sur un territoire qui fait à peu près 100 000 habitants, dans tous les centres de prélèvement, c'est-à-dire qu'il y a 10 centres de prélèvement, chaque patient qui rentre, qui a des facteurs de risque, qui a plus de 65 ans ou qui rentre dans une pathologie Covid de façon brutale, en tout cas avec une symptomatologie importante, par exemple une fièvre supérieure à 40 pendant 2 jours de suite, on sait que là, on risque des complications. Et que ces complications, il ne va pas falloir les rater. D'où cette méthode de travail, c'est-à-dire que tous les patients qui rentrent pour se faire un prélèvement dans les 10 centres de prélèvement que l'on a sur ce territoire
rentreront dans une application numérique qui s'appelle Télésanté, qui est spécifique à l'Île-de-France, et qui permettra de prendre en charge le suivi de tous les patients dès qu'ils seront sur cette plateforme par un dispositif d'appui et de coordination qui s'appelle le CAP, ici, qui existe aussi dans toute l'Île-de-France, et qui permet de suivre en fait les patients à la culotte dès qu'ils ont une pathologie susceptible de dégénérer ou en tout cas de s'aggraver. Ce qui fait qu'il y a des suivis à la fois numériques, des rappels téléphoniques, une grande implication des municipalités, puisqu'on est sur 5 communes. Dans les 5 communes, on a à peu près une quarantaine de professionnels territoriaux qui s'impliquent avec nous sur le rappel patient, sur le suivi, sur tout ce qui permet d'avoir cette vision globale et de ne pas laisser passer des patients à travers des mailles de filet. C'est-à-dire qu'on sait suivre les patients, on sait les rappeler. Et une fois qu'on les a rappelés, dès qu'on a identifié qu'il y avait un problème, quand on a identifié que ça commençait à ne pas aller, ou le patient a rappelé pour le dire, ou on l'a appelé, on s'en est aperçu, on fait intervenir sur le terrain des infirmières et des médecins qui vont toujours être en appui et en lien direct avec les hospitaliers, de façon à la fois à pouvoir traiter les patients à leur domicile et prévoir, organiser de façon fluide le transfert à l'hôpital quand ça sera nécessaire. En fait, la méthode, c'est vraiment une méthodologie avec des intervenants multiples. Au centre, on a ce qu'on appelle un dispositif d'appui et de coordination qui gère la totalité de la coordination qui est nécessaire et on arrive à fonctionner comme ça. On a actuellement à peu près 1000 patients en suivi. Dans ces 1000 patients, un certain nombre commencent à arriver sur des complications. Donc, on fait intervenir à ce moment-là des infirmières qui sont toujours en lien direct avec un médecin coordinateur de la structure qu'on a mis en place et avec les médecins hospitaliers. Merci Dr Beau. Je suppose que si le ministre a montré cette expérience, c'est qu'il aimerait bien qu'elle soit généralisée un peu partout en France. En tous les cas, merci beaucoup pour cette initiative. Jean-Paul Ortiz, dites-moi, vous vous retrouvez dans ce témoignage, parce qu'en fin de compte, c'est le message que vous envoie le ministre. On a fait ce témoignage, c'est un peu long, mais parce que c'est théoriquement ce qu'il vaudrait que vous développiez partout. C'est un témoignage extrêmement intéressant, mais qui reflète ce que les médecins libéraux ont fait dans beaucoup d'endroits avec les centres Covid qu'ils ont montés sans attendre les instructions du ministre pendant la première vague. Et ça, c'est la plupart du temps organisé en lien avec les médecins hospitaliers. Vous savez, Jean-François Lemoyne, entre médecins sur le terrain, on dialogue, on construit et on arrive sans problème à faire beaucoup de choses ensemble. La problématique qu'on a, c'est qu'on se heurte la plupart du temps à des règles, à des cahiers des charges, à une dérive bureaucratique de notre système et souvent, les ARS sont plus des freins, des obstacles à franchir que des accompagnateurs du terrain. Le problème, il est là dans notre système et aujourd'hui, dans les centres Covid, c'est en train de redémarrer chaque fois que c'est possible et la coopération avec les médecins hospitaliers aujourd'hui, pour cette deuxième vague, ça se passe beaucoup mieux. Ça se passe bien là où déjà on avait commencé à travailler ensemble, mais ça commence aussi à se passer mieux dans les endroits où on n'avait pas forcément construit ensemble la réponse pendant la première vague. Jacques Battistoni, donc j'apprends avec plaisir que la guerre est enterrée entre les médecins, même si les élections vont bientôt approcher et que vraiment vous voulez collaborer. Le problème, c'est qu'on commence par les tests, c'est le mot dont il faut parler aujourd'hui, et que tout ça ne me paraît pas très clair. On teste qui et comment ? Alors, ça ne vous paraît pas clair, ça ne nous paraît pas clair non plus, malgré nos tentatives répétées de demande d'explication auprès du ministère de la Santé. Aujourd'hui, on a ce qu'on connaît depuis longtemps, les tests PCR, enfin depuis longtemps, depuis le début de la crise, et puis on a les tests antigéniques qui sont arrivés. Et la doctrine d'utilisation, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles on doit pratiquer ces tests, reste pour l'instant relativement opaque pour les médecins. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises d'ailleurs. Déjà, les patients symptomatiques, c'est bien, on peut les tester avec les tests antigéniques, sauf que nous avons des conditions
d'utilisation, notamment pas chez les plus de 65 ans, pas si il y a possibilité d'avoir une PCR en moins de 48 heures, qui font que, en pratique, on n'a pas très souvent l'occasion de les faire. Et on peut les faire chez les asymptomatiques, mais c'est pas clair du tout dans quel cas. C'est plutôt à l'occasion d'un cluster. Et puis, s'il s'agit d'un patient contact, et pour nous, les patients contacts, faut pas perdre de vue, ce sont les plus fréquents. C'est cette situation-là qu'on retrouve la plus souvent. Je le dis souvent. C'est à partir d'une contamination professionnelle ou familiale que se font le maximum de contaminations. Donc, ce sont les cas contacts qu'il faut tester le plus souvent. Du coup, finalement, on nous a beaucoup parlé des tests antigéniques, mais on ne sait pas exactement à quel moment on doit les faire et on ne va probablement pas en faire autant que n'aurait envie le ministère de la Santé, en tout cas pour les patients symptomatiques. Je vois que notre infirmière va intervenir, mais je voulais simplement dire que si on suit les recommandations de l'HAS, il y a des trous dans la raquette. Dans le discours du ministre, à aucun moment, il n'a confirmé que c'était remboursé et qu'il fallait une ordonnance. C'est quoi pour vous la règle aujourd'hui, Gilles Bonnefond ? La règle, c'est que c'est remboursé et puis que la doctrine va évoluer. La doctrine va évoluer parce que les tests antigéniques, c'est une véritable stratégie pour le déconfinement. Et donc, on va élargir les conditions de réalisation de ces tests. Ces tests sont fiables. Clairement, il faut que les symptômes, si on est sur les symptomatiques, les symptômes datent de moins de 4 jours. Test positif, on renvoie chez le médecin, ça l'aide parce qu'il sait que le patient a eu le Covid. Test négatif sur un symptomatique, on renvoie chez le médecin, puisque bien évidemment, il faut le prendre en charge, puisque ce n'est pas le Covid, mais ça peut être autre chose. Et c'est au médecin de décider s'il veut faire une confirmation par PCR ou pas. Ça, c'est pour les symptomatiques. Attendez, pour les asymptomatiques. Gilles. Oui. Jean-Paul Ortiz est en train de faire non. Donc, qu'est-ce qui vous choque, Jean-Paul Ortiz ? Il faut être clair, sur les tests antigéniques, il y a une très bonne sensibilité, c'est-à-dire que lorsqu'il est positif, c'est effectivement une maladie Covid-19. Si le test est négatif, malheureusement, contrairement à la RT-PCR, il y a beaucoup de faux négatifs. Ce qui veut dire que lorsqu'on a des patients à risque, plus de 65 ans, patients à risque, pathologie chronique, etc., même si le test est négatif, lorsqu'on a un patient symptomatique, il faut l'accompagner d'une RT-PCR. Donc on ne peut pas dire que le test antigénique soit parfaitement fiable. Il est sensible et fiable en matière de tests positifs. Ce n'est pas le cas en matière de tests négatifs. Alors, Sylvie Sion, quelle est la place de l'infirmière justement dans le dispositif de dépistage avec ces tests ? Alors, juste pour reprendre ce qu'ont dit les acteurs sur le plateau, tout à fait, on correspond sur ces tests antigéniques à un cadre bien défini par rapport aux patients symptomatiques, asymptomatiques. Comme l'a dit votre interlocuteur, quand il y a des négatifs et que nous, en tant qu'infirmières, on est déjà en présence de symptômes ou de fièvre, il faut ne pas hésiter à rediriger vers le médecin qui, lui, va pouvoir mettre la stratégie. On ne peut pas se permettre de faire des tests à gogo, je vais dire, simplement pour être dans les clous d'un test massif pour rentrer dans les demandes du gouvernement. Nous, quand on fait les tests antigéniques, on a des modalités de remboursement suivant le lieu de cotation suivant le lieu où on effectue ce test. Il faut savoir que si on les fait directement au cabinet de l'infirmière, ils ont une cotation qui est de 8 AMI, ce qui correspond à 20 et quelques euros. Lorsqu'il est réalisé au domicile du patient, il a une autre cotation. Et lorsqu'il est réalisé dans le dépistage collectif, ce qui est la politique et qui est quelque part la plus intéressante pour pouvoir faire du dépistage massif, il a encore une autre cotation, c'est à peu près 19 euros pour l'infirmière. Mais ça correspond aussi à tout un travail qui est à faire, parce que c'est un forfait tout compris qui doit répondre à une interrogatoire du patient pour voir s'il a l'éligibilité dans la réalisation de ce test, pour la réalisation du test par lui-même. Non, mais attendez, Céline, vous êtes en train de justifier. Vous êtes en train de justifier le fait qu'on doit payer. C'est pas ma question, n'était pas là. On va revenir sur Gilles. Je vous ai
interrompu un peu brutalement tout à l'heure pendant que Jean-Paul Ortiz voulait faire un commentaire. Vous voulez finir votre intervention sur ces tests ? Oui, d'autant plus que ce que je disais est en conformité avec ce que dit Jean-Paul. C'est-à-dire que quand la personne est symptomatique et négative, il faut l'envoyer chez le médecin pour traiter les symptômes et le médecin décidera s'il veut confirmer le négatif par un PCR. C'est à lui de décider et ce ne sera pas automatique. Ce sera au médecin de prendre la décision. On va élargir aux asymptomatiques, puisque les asymptomatiques, ce sont en fait de compte les plus dangereux. Et pour savoir si l'asymptomatique est positif, il faut bien faire un test. Alors, si c'est positif, eh bien, cette personne qui était contaminante sans le savoir, eh bien, ça lui permettra de rentrer dans une stratégie d'isolement pour casser le cluster et d'avoir les personnes de contact. Et puis, l'asymptomatique négatif, eh bien, on ne peut pas conclure parce que malheureusement, il peut être porteur, mais au moins, on aura dépisté des positifs asymptomatiques. Et on pourra faire des voyages. C'est extrêmement intéressant ce dialogue que vous venez d'avoir les uns les autres, parce que finalement, c'est pas aussi clair que ça, c'est ce qu'on voit. Et sur quelles recommandations et conduites à tenir, on peut imaginer que les 100 000 médecins, les centaines de milliers de professionnels de santé que vous représentez là aujourd'hui, puissent avoir des attitudes claires. Comment sont-ils informés, formés ? Ce sera clair mardi. Ce sera clair mardi. Peut-être. En tout cas, ce qui n'est pas clair, c'est à qui s'adressent les tests asymptomatiques, les tests antigéniques pour des patients asymptomatiques. À l'heure qu'il est, les recommandations ne nous disent rien de précis là-dessus, en dehors de ça peut être utile en cas de cluster, ça peut être utile dans un EHPAD. Et Gilles Bonnefond l'a dit tout à l'heure, très probablement, le vrai enjeu, c'est comment on fait à la sortie du confinement. C'est quoi la stratégie pour éviter que se reproduise quelque part ce ratage qu'a été le fait de déconfiner et de reconfiner ensuite. Les tests antigéniques ont sans doute une place là-dedans, mais moi, ça fait des mois que j'attends du ministère de la Santé et de Santé publique France une vraie stratégie d'utilisation des tests. Au jour d'aujourd'hui, cette stratégie, elle n'est pas lisible du tout. Jean-Paul Ortiz, l'objectif c'est quoi ? Désengorger l'hôpital, éviter la gravité ou déjà préparer le second déconfinement et surtout préparer Noël qui, au-delà de satisfaire nos compatriotes, pourrait permettre d'éviter la faillite de centaines de milliers de commerçants. Et là, on a les outils pour ça, non ? Oui, tout à fait. Mais on vient de le dire, la doctrine sur l'utilisation de ces tests antigéniques ne toujours pas arrêtée. On était ensemble à une réunion avec les services du ministère le mardi 5 novembre. Nous sommes samedi 14 novembre. On n'a toujours pas aujourd'hui la doctrine arrêtée alors qu'on nous a promis le 5 novembre un arrêté qui devait paraître le lendemain. Or, l'enjeu aujourd'hui, c'est réussir le déconfinement. C'est permettre effectivement que c'est un société française, de se retrouver dans des formes adaptées, bien sûr, parce que le Noël de cette année ne sera pas celui de l'an dernier, mais de se retrouver dans cette période de Noël avec cette magie que nous attendons tous, parce qu'on a besoin de se retrouver sociétalement dans cette période, dans des situations un peu plus favorables. Et l'enjeu, c'est le déconfinement, mais le déconfinement, c'est dans 15 jours ou dans 3 semaines qu'il va falloir s'y atteler. Donc c'est maintenant qu'il faut le préparer, et ça tarde. Et le temps perdu, malheureusement, c'est très embêtant en la matière. J'ai une question très pratique à vous poser. D'ailleurs, Gilles, vous pourrez réagir puisque je vois que vous demandez la parole. Quelqu'un rentre chez vous infirmière, chez vous médecin ou chez vous pharmacien et dit « Je veux un test, est-ce que vous lui faites ou vous attendez qu'il y ait une ordonnance et qu'il paye ?» C'est quoi la réponse ? La réponse courte de chacun d'entre vous. On y va avec vous, Gilles. L'ordonnance n'est pas obligatoire. Il faut simplement s'assurer que la personne a des symptômes depuis moins de 4 jours. Sinon, c'est au-delà de 4 jours, c'est directement au laboratoire. Qu'elles ne soient pas patient contact, parce qu'elles sont exclues. Et on a une prudence aujourd'hui sur les personnes âgées et les personnes qui sont à risque de comorbidité, puisque... Donc vous refusez, donc vous refusez à l'asymptomatique qui vient parce qu'il veut aller passer le réveillon en famille, vous lui refusez le test. Alors, pour l'instant, les asymptomatiques ne sont pas prioritaires et c'est certainement exactement ça qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire quelqu'un qui vient pour dire « moi je vais voir mes grands-parents, je vais aller dans une maison de retraite, je veux savoir si je suis négatif alors que je n'ai pas de symptômes », ce n'est pas parce que le test sera négatif que ça lui donne l'autorisation de lever les gestes barrières et d'être complètement en sécurité pour aller voir ses grands-parents. C'est exactement ça. Par contre, d'avoir un test positif permet de dire là, il ne faut pas y aller.
C'est la seule chose. Donc c'est important de faire ce test. Non, mais attendez, là, vous jouez sur les mots. Si vous voulez, donc vous lui dites allez-y, allez-y quand même. Moi, je ne peux pas vous dire je vais vous faire un test pour ça. C'est beaucoup plus dangereux. Non, on peut faire le test, parce qu'on sera autorisé mardi à les faire sur les asymptomatiques. L'arbitrage est rendu et l'arrêté va sortir en début de semaine prochaine. C'est simplement de dire à une personne qui aura un test négatif alors qu'il n'était pas asymptomatique, les gars, c'est open bar, vous êtes sécurisés. Non, certainement pas. Mais ce n'était pas l'objet de ma question du tout, Gilles Bonnefond. La question, c'est de savoir, les gens qui ont envie de savoir, est-ce qu'ils peuvent savoir? Jacques Battistoni, un de vos patients, alors vous, évidemment, il ne va pas le faire chez vous, mais un de vos patients où va voir une infirmière va te dire, je veux savoir. Après, vous pouvez faire de la pédagogie sur la négativité du test, mais déjà sur le fait de je veux savoir, est-ce qu'on peut savoir? Oui. D'abord, est-ce que c'est le rôle du médecin de faire un test antigénique à son cabinet chez un patient asymptomatique? A priori, la réponse est clairement non. C'est pas notre travail de faire des tests. Notre travail, c'est de recevoir des gens qui sont... Non, mais je vous demandais quel conseil vous donnez. Vous direz peut-être d'aller le faire chez l'infirmière ou chez le pharmacien, mais c'est simplement la philosophie de ce test qu'il faudrait quand même que ça soit clair dans vos têtes à tous les trois. Enfin, les trois professions. Oui, mais il faut que ça soit clair aussi dans la tête du gouvernement qui nous demande de faire des choses et qui, pour l'instant, nous demande simplement de faire du chiffre. Et moi, je voudrais savoir à qui ça s'adresse, à qui s'adressent les tests. Est-ce que c'est n'importe qui, n'importe quand, simplement parce que je lève le doigt et que j'ai envie, ou bien est-ce qu'on fait des tests ciblés sur des populations ciblées? Est-ce qu'on a une stratégie ou pas? Non, mais vous comprenez qu'on va arriver dans le problème des fêtes de Noël et que c'est une des questions qui va vous arriver le plus longtemps. Vous pouvez éluder toutes les questions, mais c'est ce qui va se passer. Jean-Paul Ortiz, vous répondez quoi? Puis après, j'aimerais bien avoir l'avis de notre infirmière. Moi, je pense qu'effectivement, pour reprendre l'exemple de Gilles Bonnefond, une personne, je ne vais pas dire un patient, une personne asymptomatique me dit « ce week-end, je vais aller à la maison de retraite voir mon grand-père et je voudrais avoir un test pour savoir si je suis porteur ou pas », je lui dis « écoutez, vous voulez vraiment être tranquille et avoir un minimum de certitude ? Allez donc faire un RT-PCR. » Voilà. Parce que c'est vrai que le test antigénique va permettre de voir si vous êtes porteur et la positivité sera fiable, mais on peut passer à travers et on va donner une espèce de fausse sécurité. Donc, si vraiment on veut être sûr, il vaut mieux faire un RT-PCR. Et pour l'instant, la doctrine n'est pas arrêtée de ce point de vue-là. Moi, ça fait 10 jours que j'attends l'arrêté qu'on m'a promis. Alors, je vois que Gilles Bonnefond, il doit avoir des contacts étroits avec l'imprimerie nationale, puisque il sait déjà le contenu du journal officiel de mardi prochain. Je m'en réjouis, mais ça fait 15 jours qu'on nous dit non, c'est pour demain. Gilles, très court. En fait, je sors d'une réunion, c'est pour ça que j'ai eu cette information, mais sachant que les personnes ne sont pas non plus à l'imprimerie, même ceux du ministère, parfois ils sont surprises. Mais juste, je vous donner un chiffre quand même. Il y a eu depuis le 2 novembre 145 000 tests réalisés et 550 000 tests distribués à l'ensemble des professionnels de santé. Donc ça démarre, mais ça démarre de façon raisonnable. On voit bien que les gens respectent et qu'ils ne font pas n'importe quoi. Mais c'est en train de démarrer sérieusement dans les cabinets infirmiers, dans les pharmacies, et également certains médecins référencent, puisque 160 000 tests ont été référencés chez les médecins. Donc ils vont s'en servir, ça va pas être facile pour eux, mais quand ils sont dans des structures comme les maisons de santé pluriprofessionnelles, c'est peut-être un petit peu plus facile de s'organiser. Donc c'est en train de démarrer, mais raisonnablement. Je ne sais pas comment vous ferez avec les millions de Français qui vont vouloir savoir pour le réveillon. Notre infirmière, Sylvie. Voilà, alors tout à fait. Donc moi, quand un patient vient chez moi, déjà, je commence à lui faire un petit rappel tout simple, sous le ton de l'humour, souvent, j'essaie, des gestes barrières, déjà, et d'une. Par rapport à ça, quand il va se déplacer, quand il va aller voir, c'est son choix, sa famille, à plus forte raison, des gens susceptibles d'être avec des maladies associées, on va peser le pour et le contre. C'est un dialogue qui s'est installé. Je pense que, encore ce que dit M. Bonnefond, ce dialogue, il est un peu tronqué de par nos instances ministérielles, ARS et tout ce que vous voulez, parce qu'on n'a pas les infos au même moment. Donc, on dilue. Alors, vous avez des gens qui sont pressés. On prend l'exemple pour la grippe. Depuis le 1er octobre, les gens voulaient être vaccinés pour la grippe.
il n'y a pas de vaccin. Vous les vaccinez comment? Donc, ce double discours de nos instances ministérielles, de l'ARS, il est difficile à supporter, il est difficile à relayer parce qu'il présente des incohérences. Nous, sur le terrain, on est dans la commune, on est un nombre de cabinets infirmiers. Nous n'avons pas tous à disposition tous les tests parce que la pharmacie ne peut pas nous approvisionner tous au nombre des demandes que l'on a. Merci. Donc, on est obligé... C'est toujours difficile. Oui, Jacques Battistoni, en tout cas, le médecin généraliste va être un pivot du dispositif. Alors, on a vu les tests négatifs ou chez les gens asymptomatiques avec les difficultés, mais le lien sur les tests qui reviennent positifs, comment vous faites la liaison avec les uns les autres via les documents de l'assurance maladie? Enfin, comment c'est géré? Parce que positif, il y a aussi quelques faux positifs, ça dépend du test, ça dépend de l'histoire du patient. Très peu. Très peu de faux positifs, ça c'est clair. Autant le test n'est pas très sensible, c'est-à-dire qu'il laisse passer des faux négatifs, autant quand c'est positif, là il n'y a pas d'erreur, c'est pas autre chose. Donc là-dessus, au moins, ça c'est simple. Après, comment on fait? Pour nous, c'est une demande forte qu'on a déjà donnée auprès de nos amis pharmaciens. Nous, on veut être informés le plus vite possible. On veut être informés si le test est positif, évidemment, parce que dès lors, ça devient un patient potentiellement malade. Je rappelle que beaucoup de positifs sont asymptomatiques. Et ils n'ont pas de symptômes, mais ils sont positifs quand même. C'est tout le problème. Et puis, s'il est positif et qu'il a des symptômes, là, bien entendu, il y a des choses à faire. Il faut le surveiller. Il faut lui donner un certain nombre de conseils. Il faut l'isoler aussi. C'est très important. On ne l'a pas dit assez. Très probablement, on a raté la notion d'isolement dans la phase intermédiaire entre les deux confinements. Il faut qu'on fasse mieux là-dessus sur l'isolement. On va venir sur l'isolement, c'était la partie suivante. Juste pour terminer cette partie, donc le généraliste va être le pivot. Comment ça coordonne avec l'hôpital et comment ça coordonne entre les professionnels de santé avec le système de dossiers tels que sont en train de les préparer, par exemple le généraliste qu'on a vu tout à l'heure? La question s'adresse à moi? Alors, oui, par exemple. Oui. Par exemple, d'abord, je crois que le premier élément de coordination, et il est important, c'est d'abord entre les médecins et les infirmiers et les infirmières. C'est d'abord l'équipe de soins. Et l'hôpital n'intervient finalement que pour un petit nombre de patients. Et c'est pour ça qu'on a été si mécontents de cette prise reconnaissance au début de la crise. On soigne la majorité des gens et la majorité des gens restent à domicile. Et donc, on aura besoin de l'hôpital simplement pour les patients qui vont moins bien, qui se décompensent. On a besoin et on a obtenu enfin des recommandations de la HAS qui sont précises et qui nous disent jusqu'à quel moment on peut prendre en charge un patient, à quel moment il faut passer la main. On a besoin d'avoir des référents à l'hôpital et on a aussi, et c'est ça la nouveauté, la possibilité maintenant de prendre en charge les patients après, à leur retour de l'hôpital et plus précocement qu'avant, ce qui permet de diminuer la durée moyenne de séjour des patients et donc de diminuer de façon forte la charge qui passe sur l'hôpital. Très vite, Sylvie. Oui, alors justement, pour les retours anticipés, c'est une demande. On a eu des courriers, nous, de l'ARS ici, en Bourgogne-Franche-Comté, pour nous prévenir des sorties précoces des patients. Moi, ce qui m'interroge par rapport à ça, c'est qu'ils peuvent sortir avec une oxygénothérapie. Et est-ce que vraiment toutes les conditions de sécurité, parce que quand on parle d'isolement, alors moi qui suis en libéral dans un secteur rural, la problématique, c'est que isoler chez lui quelqu'un, c'est peut-être en théorie bien. Est-ce que les aidants naturels autour ne vont pas prendre des risques? On parle d'une aérosolisation du virus. Quand ça va être sur des petites doses d'oxygène, c'est peut-être gérable. Et encore, à condition qu'on aille, nous, au domicile, encapuchonnés comme des astronautes. Mais quid de la famille tout autour qui va jouer pleinement son rôle d'aidant familial? Là, nous, en tant qu'infirmière libérale, avec l'appui des médecins généralistes qui sont, comme nous, le plus près de leurs patients, on a une action à avoir, mais on navigue un petit peu encore, c'est pas bien déterminé. On va les laisser sortir plus précocement. On nous demande d'être prévenus 24 heures en avant. Est-ce que ces 24 heures vont suffire pour mettre en sécurité le patient, les aidants et les soignants?
Alors, on va terminer par l'isolement et le tracing, mais alors qu'on aurait dû peut-être commencer par le mot isolement, je trouve que test, tracing, isolement, qui est notre doctrine, est plutôt maintenant à être remplacé par isolement, test, tracing. Non, mais de faire isolement, test, tracing. Justement, Jean-Paul, je vois réagir. On n'a pas de moyens d'isoler les gens. Il y avait des hôtels qui devaient être réquisitionnés. Personne ne parle des problèmes d'isolement. On constate aujourd'hui que sur le test, on en fait beaucoup, et le ministre se gargarise de 2 millions et quelques de tests par semaine. On fait du chiffre. Le tracing, aujourd'hui, il est pris en défaut. Même Thomas Fatom de la CNAM le reconnaît, ils sont débordés. Donc ça ne marche pas bien. Et on voit bien que contact tracing, le médecin traitant ne peut pas y accéder si c'est la CNAM qui l'ouvre, etc., etc. Et le troisième point, l'isolement, on n'a pas résolu ce problème-là. On n'a pas résolu le problème de l'isolement. Il se trouve que dans mon département, on avait mis au point cette expérience d'hôtel qui permettait d'isoler les patients sur un cluster. C'était extrêmement intéressant. Je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas réfléchi à ça de façon à essayer de voir dans quel cas. Ce n'est pas un modèle unique, ce n'est pas une solution à imposer partout, mais il y a certainement des cas où ça serait extrêmement intéressant, surtout dans les situations de cluster, parce que ce que vous disiez à l'instant, Madame, pour l'isolement dans le milieu rural, c'est tout à fait vrai, surtout s'il y a de l'oxygène à domicile. Et de ce point de vue-là, moi, je voudrais parler très rapidement d'une expérience extrêmement intéressante où on utilise des secteurs de SSR, ça se passe dans la Loire, pour mettre des patients en fin d'hospitalisation, donc pour raccourcir l'hospitalisation dans les secteurs d'hospitalisation lourds et pour mettre en place un suivi avec des médecins libéraux dans un secteur de SSR, alors qu'ils sont toujours sous oxygénothérapie. Je crois que ce sont des solutions alternatives qu'il faut développer. Jacques Battistoni, j'ai l'impression qu'on est en train de vous refiler une partie du boulot de l'hôpital. Quand on voit tout, il y a 6 mois, vous disposiez de rien. Aujourd'hui, vous avez dexaméthasone, vous avez les anticoagulants, vous avez maintenant l'oxygène, les nouveaux antiviraux. C'est quand même une nouvelle façon de prendre la maladie en charge. Comment vous allez faire ? Là, on va s'appuyer effectivement sur des recommandations qui nous disent précisément ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Ouais, à quel moment on a la possibilité de prendre en charge. Vous parlez toujours de recommandations, mais là, vous êtes déjà les mains dans le cambouis. Moi, je veux bien, à part Gilles Bonnefond qui sait ce qui va être dit mardi, est-ce qu'il va y avoir des recettes extrêmement précises ? On est dans le cambouis pour des patients, pour l'instant, qui sont des patients pas très graves. Et dans la première vague, dès lors que quelqu'un s'aggravait un petit peu, c'était l'hôpital directement. Aujourd'hui, on a voulu faire un peu plus, et ça, c'est nos confrères qui nous l'ont dit, notamment dans la région Aura, où ils avaient besoin de délester un petit peu l'hôpital des patients qui pouvaient continuer à suivre en ville, mais ils avaient besoin de le faire de manière sécurisée, avec effectivement, quand même, j'insiste là-dessus, un protocole qui leur permet de se border et de savoir à quel moment et à combien, comment ils traitent les gens et à quel moment ils doivent passer la main avec un médecin effectivement hospitalier de référence pour pouvoir dialoguer le cas échéant. Gilles Bonnefond, moi j'ai une question pour vous du coup. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est que les protocoles et les prises en charge des patients graves, c'est bon, en ville, ça fonctionne. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que la prise en charge de l'épidémie, ça ne fonctionne pas. C'est un troisième confinement assuré pour une prochaine vague ou pas du tout ? Non, je crois qu'il ne faut pas être défaitiste. On a appris de la première vague, on va apprendre de la seconde vague. Et je vois qu'on fait confiance, parce que les techniques ont progressé, à l'organisation de l'équipe de soins primaires de ville, le médecin, le pharmacien, l'infirmier, pour sécuriser des patients. Alors, ce n'est pas facile, parce que d'abord, il faut que la sortie hospitalière soit organisée. On ne peut pas confier un patient Covid qui a eu de l'oxygène à forte dose non, mais pour arrêter une épidémie, il faut que les patients contagieux soit pris en charge. Ouais. Non, mais il y a un point important, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui envoyer des patients en ville sans que l'équipe de soins primaires soit organisée et puisse accueillir ce patient en se préparant à l'accueil du patient. On ne peut pas faire sortir un patient en disant « il sort, je vous avertis de prendre en charge ». Ça ne va pas. Vous êtes en avance sur le film, vous parlez de la sortie de l'hôpital. Moi, je vous parle de l'entrée à l'hôpital. Ce que veut clairement le gouvernement, c'est faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de gens qui rentrent à l'hôpital. Et on compte sur vous, les médecins, pour faire tout ça. Et on ne va pas vous demander de faire de l'oxygénothérapie dans les officines, mais en tous les cas, il y a il y a un arsenal thérapeutique dont tout le monde sait qu'il est efficace,
qu'il peut être, il n'est pas obligé d'être fait à l'hôpital, et pour le moment, il n'y a absolument pas les recettes pour que vous les appliquiez. C'est ça qui me paraît extrêmement surprenant en pleine épidémie, Jacques Battistoni. Ouais, je crois qu'il faut être beaucoup plus mesuré que ça. Ces indications ne sont pas si élargies que ça. On ne donne pas de corticoïdes, on ne met pas les patients sous héparine. Il y a un petit bémol pour ça, s'ils n'ont pas besoin d'oxygène. Et de l'oxygène, si les besoins sont supérieurs à 4 litres minutes, il faut aller à l'hôpital. Donc attention, ça ne concerne qu'une petite partie des patients. Hein. Et attention aussi, aujourd'hui, il y a quand même, mettez 2 chiffres en regard, 50 000 médecins généralistes, 4 à 5 000 patients en réanimation. Vous voyez le delta entre les deux? Ça veut dire qu'un médecin généraliste, il a une chance sur 10 aujourd'hui d'avoir un patient en réanimation. Ça veut bien dire que cette charge répartie sur l'ensemble des généralistes, elle n'est pas si importante que ça numériquement. Après, c'est important médicalement parce que c'est des patients, il faut faire attention. Tous les infectiologues nous racontent que c'est une maladie qui n'est pas grave dans la grande majorité des cas et que seuls quelques pourcentages, 15-20%, doivent aller à l'hôpital. C'est donc que tous ceux avant, c'est vous qui doivent les prendre en charge. Ce qui est difficile aujourd'hui, je vais vous dire ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est quand vous avez un hôpital qui est saturé, c'est le cas de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est que quand vous avez une personne âgée, donc qui est fragile, qui a une situation qui peut se dégrader vite, l'hôpital dit non, on ne peut pas le prendre. Et ça, c'est difficile parce que pour un soignant, comment on fait quand ce patient n'est pas accepté à l'hôpital alors qu'il a 90 ans et qu'il a le Covid? Et là, on est en difficulté parce qu'il faut continuer à assurer des soins pour cette personne en faisant des protocoles. Alors parfois, il y a l'HAD qui aide dans les EHPAD, etc. Et c'est très bien. Mais là, le médecin généraliste est des fois un petit peu en difficulté parce que ce patient ne peut pas rentrer à l'hôpital. Et là, ça devient difficile. Je m'excuse, le temps passe trop vite. On est arrivé au bout de l'émission. Je vais demander à chacun de conclure de façon assez brève, tous les 4. On va commencer par vous, Sylvie. Je vous ai vu beaucoup lever le doigt pour prendre la parole, mais vous savez, c'est la règle dans ce type d'émission. On n'a pas beaucoup de temps pour s'exprimer, donc je vous donne 1 minute pour conclure. Je vois surtout que les messieurs sont très bavards, contrairement à ce que l'on dit des femmes. Ceci dit, nous, quand on est au domicile des patients et quand on a des cas Covid positifs à suivre dans nos chroniques, dans nos patients chroniques, ce que l'on met surtout en exergue, ce sont les gestes barrières, l'éducation sur l'isolement familial, tout ce qui est censé faire pour préserver l'ensemble de la cellule familiale dans le local, alors que ce soit par la ventilation de la chambre, par l'isolement, les mesures barrières, de ne pas prendre les repas, quelque part, tout un tas de gestes simples qui devraient être faits systématiquement, mais qui, hélas, doivent être rabâchés. Et quant aux ESP, aux CPTS et tout, eh ben, dans certains endroits, ça n'existe pas encore, c'est en train de se généraliser. Et pourtant, la coordination avec le médecin traitant et l'infirmière, elle est effective et elle est surtout efficace. Et je pense que au lieu de nous barder d'arrêtés et qui émanent de l'ARS en nous disant ce que l'on doit faire au quotidien, les soignants de terrain, on sait exactement ce que l'on doit faire pour être au service de la population et au service de nos patients. Et c'est un travail collaboratif avec les médecins généralistes qui vont voir leurs patients au domicile encore quelques fois. Merci pour votre bon sens bourguignon. Maintenant, on va aller avoir la conclusion de notre ami Bonnefond, qui, j'ai bien compris, sera mardi à côté du ministre de la Santé, qui nous donnera le plan à suivre. Je te donne des infos en primeur, hein, tu ne peux pas me le reprocher. Dans le dépistage, indispensable pour casser des chaînes de contamination le plus possible. La prévention avec la vaccination, j'espère que le vaccin arrivera très vite et sera disponible pour vacciner le maximum de personnes qui seraient ciblées. Bien sûr, la coordination de soins primaires, je rappelle que c'est un triptyque, l'équipe de soins primaires, c'est médecins, pharmaciens, infirmiers, c'est une évidence, ça se passe à 3, ça ne se passe pas à 2, et puis assurer la continuité des soins et travailler avec cette équipe de soins primaires et avec l'hôpital et avec les maisons de retraite, particulièrement impactées par cette crise Covid, et ce n'est pas facile pour les personnes âgées. Donc ce Covid doit nous aider encore à travailler encore plus ensemble, à être beaucoup plus réactifs, et c'est le challenge que l'on doit relever. Jacques Battistoni. Oui, je crois que l'enjeu aujourd'hui, c'est de réussir le déconfinement. Aujourd'hui, c'est évidemment d'abord de soigner les patients qui sont malades, mais déjà, on voit bien qu'il faut qu'on se prépare. On sait qu'on va arriver au pic et puis que ça va redescendre. Ça va descendre sans doute probablement un peu plus lentement que ça n'a descendu la première fois. On est
On va être probablement sur un plateau un peu plus long, mais il faut qu'on se préparer ensemble, se préparer en équipe à aborder la suite. La suite, c'est un déconfinement réussi cette fois, sans récidive. C'est pas facile, on sait bien que le risque, c'est que ça revienne. Le fait de travailler en groupe, c'est très important. Ça va être en particulier important parce qu'on va voir arriver, on l'espère, des vaccins efficaces. Il va donc faire la soudure entre le déconfinement et la vaccination. La vaccination, elle ne peut se faire qu'en équipe parce qu'il faut un médecin, il faut une infirmière, il faut de l'approvisionnement, de la logistique, donc des pharmaciens aussi. Et vraiment, ce défi-là, je crois qu'on va le relever ensemble et qu'on va y arriver. Alors Jean-Paul Ortiz, il faut faire une conclusion après que tout le monde ait pratiquement tout dit. Et j'ai bien compris que vous ne vouliez pas sauver Noël de façon individuelle avec les tests. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en conclusion ? Oui, Jean-François Lemoyne, je crois que pour conclure, je dirais qu'il n'y a pas que le Covid. Et ça va un peu à contre-courant de tout ce qu'on a dit pendant cette émission. Mais la caractéristique de cette deuxième vague, c'est que nous avons aussi appris à prendre en charge tous les autres patients, toutes les autres pathologies, et les patients ont continué à aller se soigner, et c'est une très bonne chose. Ils ont continué à se faire suivre par leurs médecins traitants, par leurs spécialistes, ils ont continué à aller dans les établissements de soins alors qu'ils n'étaient pas forcément atteints de Covid. Et je crois que ça montre que progressivement, on est en train de s'habituer à gérer le Covid en même temps que le reste, et ça c'est fondamental. C'est pour ça que la déprogrammation, elle doit être limitée le plus possible. Et c'est pour ça que le déconfinement qui va venir doit nous amener à nous organiser tous ensemble, la ville et l'hôpital, comme c'est en train de se faire un peu mieux pour le Covid, deuxième vague, que pour la première vague. Mais il faut absolument que ça perdure et que notre système de santé se repose bien sur l'ensemble de ces acteurs, les structures hospitalières, mais aussi la médecine de ville. Merci. Je dois vous dire que votre conclusion est extrêmement importante. Alors, je n'ai pas voulu vous interrompre, mais vous n'étiez plus en image à l'antenne. On entendait votre voix, votre superbe voix. Et ce que vous disiez était suffisamment important qu'on puisse être privé d'image. Nicolas, une conclusion ? Moi, ce qui me frappe, c'est que cette épidémie, on est dans la deuxième vague avec son plateau et sa décrudescence. On espère. On espère. Mais il y aura le déconfinement, on va le réussir, espérons-le, mais le virus va continuer à circuler derrière. Et donc la mise en place de stratégies de dépistage tout à fait claires, l'éducation à la santé quant aux gestes barrières qui doivent perdurer et la mise en place de stratégies d'isolement de traçage, c'est la condition de la réussite pour qu'il n'y ait pas une reprise de l'épidémie. Ensuite, le virus, lui, il va toujours être là parmi nous. Et gérer une épidémie, c'est pas comme gérer un malade qui s'aggrave. Et je crois que là, ça montre tout l'intérêt d'avoir des stratégies de santé publique sur quelque chose qui est nouveau, une épidémie qu'on peut qualifier de centenale. Bon, on va continuer ce effort d'information. Je vous signale que le groupe VIP sera à partir toujours à nos côtés à partir de mardi pour une nouvelle série de podcasts, un journal hebdomadaire et des choses qui vont arriver, qui sont importantes sur ce qu'on va dire. Ces podcasts avaient eu un énorme succès d'audience avant les vacances. Je suis ravi de pouvoir les reprendre à mardi donc. Merci à tous. Alors, on imagine sauver Noël, c'est notre vœu le plus cher. Mais il y a ensuite une tâche colossale, sauver les vacances d'été, par là même le monde et notre économie en nous débarrassant du virus. Ce qui paraissait l'épilogue d'un film hollywoodien semble aujourd'hui à notre portée, avec les résultats exceptionnels des phases 3 des vaccins. Au-delà des annonces financières de cette perspective, ça soulève énormément de questions. Je vous vois tous réagir. Mais ça, c'est une prochaine émission avec vous quatre. Et je serais ravi de vous relancer cette invitation. On se retrouve tous très vite. Merci à vous de votre fidélité. En attendant de vous retrouver, portez-vous bien.